Parlons de perception d'un son. Parlons de sons audibles, d'infrasons et d'ultrasons, et précisons les domaines de fréquence correspondants. Alors, c'est quelque chose à retenir. Un son audible par une oreille humaine est modélisé par un signal sonore dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Représentons ces valeurs sur un graphique, sur un axe en fréquence orienté dans le sens croissant de la gauche vers la droite. Alors, à gauche ici, nous avons 20 Hz, à la limite 20 Hz, et à droite 20 kHz. Entre 20 Hz et 20 kHz, nous avons des sons audibles par l'oreille humaine. Alors 20 Hz et 20 kHz sont des valeurs standards pour une oreille modélisée. Tous les humains n'ont pas le même domaine de fréquence à quelque chose près. Ces valeurs dépendent des individus, de leur âge, de leur nature, etc. En dessous de 20 Hz, nous avons des sons inaudibles, encore appelés infrasons, qui sont détectés par les éléphants et les girafes, par exemple. Au-delà de 20 kHz, nous avons des sons inaudibles, appelés ultrasons, et détectés par les chiens, chauves-souris, dauphins, etc. Hauteur d'un son. Alors, qu'est-ce que la hauteur d'un son ? En voici une définition. La hauteur d'un son est la perception de ce son par une oreille humaine liée à sa fréquence qui permet de distinguer un son grave d'un son aigu. Alors, voici un tableau. Nous allons commencer par comparer 4 sons que nous allons placer dans ces 4 cases du tableau, de façon à mettre en évidence la relation qui lie la hauteur du son d'un son à sa fréquence. Plaçons tout d'abord un premier son dans une case, l'A3 du diapason 440 Hz, et un deuxième son, l'A3 du saxophone 440 Hz. Nous allons maintenant écouter, alors on va les comparer d'un point de vue hauteur et d'un point de vue fréquence. Écoutons ces sons. Alors, vous voyez que le La3 du diapason n'est ni plus grave ni plus aigu que celui d'un saxophone. On dira que le La3 du diapason et le La3 du saxophone ont même hauteur. Au point de vue fréquence, les fréquences sont les mêmes. Donc cela veut dire que 440 Hz, donc le La3 du diapason et le La3 du saxophone ont même fréquence. Comparons maintenant 2 autres sons. Celui émis par le Do3 de la clarinette à 262 Hz et par le Do4 de la clarinette à 440 Hz. Écoutons les 2 sons successivement. Alors, nous constatons que le Do4 à la clarinette est plus aigu que le Do3 à la clarinette. On dit encore que la hauteur du Do4 est plus grande que la hauteur du Do3. On pourrait dire aussi que le Do3 est plus grave que le Do4, ou encore que la hauteur du Do3 est inférieure à la hauteur du Do4. Nous constatons que la fréquence du Do4, 440 Hz, est plus grande que la fréquence du Do3 à 262 Hz. Ou encore que la fréquence du Do3 est inférieure à la fréquence du Do4. Alors, que peut-on conclure de cette étude quant à la relation entre la hauteur du son et sa fréquence? Alors, regardons un petit peu
La première chose, c'est que deux sons de même hauteur ont même fréquence. Cela, nous le constatons dans la première colonne, puisque le La3 du diapason et le La3 du saxophone ont même hauteur et ont même fréquence. Deuxième chose, plus un son est aigu, plus sa fréquence ou sa hauteur est élevée. Regardons un peu pourquoi. Nous avons vu que le Do4 de la clarinette est plus aigu que le Do3 et que la fréquence du Do4 est plus grande que la fréquence du Do3. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit cette phrase. Puis on peut aussi écrire que plus un son est grave, plus sa fréquence ou sa hauteur est faible. En effet, le Do3 de la clarinette est plus grave que le Do4. Sa hauteur était plus petite et la fréquence du Do3 est plus petite que la fréquence du Do4. Tout, plus un son est grave, plus sa fréquence ou sa hauteur est faible. Parlons maintenant de timbre d'un son. Alors, qu'est-ce que le timbre d'un son ? Le timbre d'un son est la perception de ce son par une oreille humaine qui permet de distinguer deux sons de même hauteur joués par deux instruments différents. Alors, nous allons faire ici une étude comparative des quatre mêmes sons que précédemment, de façon à mettre en évidence la relation qui lie le timbre d'un son à sa représentation temporelle. Alors, un tableau apparaît, nous allons placer les quatre mêmes sons dans les cases, les quatre premières cases que vous voyez là, donc de façon à les comparer. Donc toujours comparaison de ces sons. On va placer les deux mêmes sons que précédemment, l'A3 du diapason 440 Hz et l'A3 du saxophone 440 Hz. Nous allons les comparer, ces deux sons, d'un point de vue timbre et d'un point de vue signal temporel. Alors, réécoutons ces deux sons. Alors évidemment, ils ont même hauteur, mais là, on constate qu'ils ne sortent pas du même instrument, on n'a pas la même sensation auditive. On dira que le La3 du diapason et le La3 du saxophone ont des timbres différents, ce qui est normal, ils proviennent d'instruments différents, le saxophone et le diapason. Au point de vue signal temporel, qu'est-ce que ça donne ? Alors, le signal temporel du diapason, le voici, c'est une sinusoïde. Le signal, la forme du signal du saxophone est bien différente de la sinusoïde du diapason. Donc, autrement dit, ce que l'on va dire, c'est que les formes des signaux pour le La3 du diapason et le La3 du saxophone ne sont pas les mêmes. Intéressons-nous aux deux autres sons que l'on a étudiés précédemment, le Do3 de la clarinette à 262 Hz et le Do4 de la clarinette à 440 Hz. Nous allons les écouter à nouveau. Alors, cette fois, les Do3 et Do4 de la clarinette ont le même timbre, on le sent très bien, même s'ils n'ont pas la même hauteur, ils proviennent en effet du même instrument. Observons leurs signaux, les formes de leurs signaux temporels. Alors, vous voyez qu'ici, voilà la forme du signal temporel de Do3 de la clarinette, enregistrée à l'aide d'un microphone associé à un logiciel. Et cette fois-ci, eh bien, le Do4 a forme du signal temporel du Do4 de la clarinette. Ces deux signaux ont à peu près la même forme, ont des formes voisines. Donc on le marque, forme de signaux voisines pour le Do3 et le Do4 de la clarinette. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer ? C'est que le timbre d'un son et la perception de ce son
par une oreille humaine qui dépend de la forme du signal sonore. Nous avons vu que deux instruments de timbre différents ont des formes de signaux différents dans les deux premiers exemples, et dans les deux derniers, que des sons de même timbre ont des formes de signaux voisines. Niveau d'intensité sonore, son lien avec l'intensité sonore. Alors, voici un saxophone, et nous allons le faire jouer, voilà, et il en émet donc une intensité sonore que l'on va analyser à l'aide deux détecteurs différents. Premier détecteur, une oreille humaine, qui est un détecteur physiologique, voici l'oreille, et cette intensité sonore qui se répartit sur le tympan de l'oreille procure une certaine sensation auditive. Faisons de même avec un autre type de détecteur qui est un détecteur cette fois-ci physique. C'est un appareil qu'on appelle un sonomètre. Voici un sonomètre, un type de sonomètre photographié, et le sonomètre va nous permettre de mesurer une grandeur physique que l'on va nommer grand L, appelée le niveau d'intensité sonore, exprimé en décibels de symbole D grand B. Alors, nous allons envisager trois situations que nous allons consigner dans le tableau qui vient d'apparaître. Alors, première situation. Un saxophone jouant tout seul. Deuxième situation que nous allons étudier, deux saxophones jouant en même temps et de la même façon que le premier saxophone. Troisième situation, trois saxophones jouant en même temps et de la même façon que le premier. Alors, nous allons écouter tout à l'heure les sons pour ces trois situations et analyser la sensation auditive pour chacune des trois situations. De même, nous allons mesurer la valeur de l'intensité sonore grand L en décibels pour ces trois situations. Et nous allons aussi préciser l'intensité sonore en Wet-Met-2 pour ces trois situations-là. Écoutons donc successivement les sons émis dans ces trois situations. Alors, que peut-on dire de notre sensation auditive vis-à-vis de ces trois sons? Le premier son est assez fort, le deuxième son est un peu plus fort, mais on n'entend pas deux fois plus fort. Le troisième son est encore un peu plus fort, mais on n'entend pas trois fois plus fort que le son émis par le premier saxophone. Mesurons la valeur de L en décibels. Pour le premier son, 70,0 décibels. Pour le deuxième son, 73,0 décibels. Pour le troisième son, 74,8 décibels. Ensuite, donc, ce que nous pouvons faire comme constatation, c'est que la sensation sonore évolue peu lorsqu'on passe de 1 saxophone à 2 puis 3. Il en est de même de la valeur du niveau d'intensité sonore, puisque le niveau d'intensité sonore varie peu également, tout en augmentant, lorsqu'on passe de la première à la troisième situation. Autrement dit, eh bien, cela suggère que
le niveau d'intensité sonore traduit assez bien la sensation auditive. Regardons un petit peu la valeur du niveau d'intensité sonore pour les trois situations. Pour la première, 1,0 10-5 watts mètre-2. Pour la deuxième, 2,0 10-5 watts mètre-2. Là, il y a une forte variation de I. Vous voyez très bien que I double lorsqu'on passe de la première à la deuxième situation. Pour la troisième situation, on voit que I triple. Donc, autrement dit, c'est pas pareil que les variations de I ne sont pas les mêmes que celles de L. On enregistre, en passant de la première à la troisième situation, une forte variation de I. Donc I, si vous voulez, n'est pas représentatif de la sensation sonore, comme l'était grand L. Voilà, donc autrement dit, on va retenir la chose suivante, c'est que le niveau d'intensité sonore, L en décibels, est plus représentatif de la perception sonore par l'oreille humaine que l'intensité sonore grand I. D'autre part, on peut se poser la question, y a-t-il un lien entre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore? Alors, on voit que lorsque l'intensité sonore augmente, d'après le tableau, vous voyez, on passe de 1,010-5 watts mètre-2 à 3,010-5 watts mètre-2, eh bien, le niveau d'intensité sonore augmente également, mais augmente moins rapidement, certes, mais il augmente tout de même. Donc, ce que l'on peut retenir aussi, c'est que grand L et grand I varient dans le même sens. Grand L et grand I ne sont par contre pas proportionnels. Le niveau d'intensité sonore, il faut le retenir, est mesuré à l'aide d'un sonomètre. Alors, nous allons parler maintenant d'échelle de niveau d'intensité sonore et de parler d'exposition sonore. Alors, dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser ici aux dangers inhérents à l'exposition sonore. Alors, voici ici une échelle de niveau d'intensité sonore. Essayons de commenter cette échelle en tirant les informations essentielles. Alors nous voyons que cette échelle part de 60 décibels jusqu'à 120 décibels et au-delà. Alors, petite légende que nous allons commenter, nous avons une zone en marron qui est au-delà de 120 décibels. On lit « dommages irréversibles sont exceptionnels », ce qui veut dire que l'oreille est en danger lorsqu'elle écoute ces sons. Nous avons maintenant une zone rouge ici, entre 90 décibels et 120 décibels. Nous voyons ici la petite légende en rouge que là aussi il y a un danger, que ces sons perçus par l'oreille peuvent être nocifs pour l'oreille. Ensuite, nous avons une zone jaune, en jaune ici, entre 80 décibels et 90 décibels. C'est ici une zone de limite de nocivité. Et enfin, une zone verte ici, entre 60 et 90 décibels, où il n'y a pas de risque. Enfin, soi-disant, on va commenter cela tout à l'heure. Écoutons certains bruits correspondant aux diverses zones de l'échelle. Alors, pour un bruit au-delà de 120 décibels, nous avons choisi d'écouter le bruit d'un avion franchissant le mur du son. Allons-y. Alors voyez que c'est un bruit très intense. Alors évidemment, je n'ai pas mis le niveau véritable d'intensité sonore, voilà, mais c'est au-delà de 120 décibels lorsqu'on entend un avion passer le mur du son.
Ici, nous voyons une zone où il est inscrit 105 décibels, législation sur les discothèques et les bars musicaux. Nous allons écouter le bruit que l'on peut percevoir dans une discothèque. Alors, la législation sur les bars musicaux et les discothèques donne un niveau supérieur, limite supérieur à ne pas dépasser, c'est 105 décibels. Voilà, c'est la législation. Écoutons de même ici, vous voyez que dans la zone 100 décibels, on peut lire législation sur les baladeurs. Alors, écoutons un petit peu un son émis par un baladeur. Et puis aussi un son produit par un marteau-piqueur qui est dans cette zone de 100 décibels. Alors là, nous avons une zone où il est inscrit 85 décibels, législation du travail. Nous allons donner un exemple de son, écoutez un son, celui que l'on peut percevoir dans une cantine d'entreprise. Voilà, donc continuons le commentaire et posons-nous la question, comment évolue la dangerosité d'un bruit avec la durée d'exposition sonore? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et vous le savez tous, c'est qu'un bruit de niveau d'intensité sonore donné est d'autant plus dangereux que la durée d'exposition sonore de l'oreille à ce bruit est plus grande. Alors, nous allons pour cela commenter un petit peu la zone blanche de cette échelle de niveau d'intensité sonore. On lit durée limite d'exposition sans protection avant dommage. Donc de 120 à 140 décibels, vous voyez qu'il y a une durée à ne pas dépasser quelques secondes suffisent à provoquer des dégâts irréversibles. Alors, lorsqu'on est à 100 décibels, eh bien, on ne doit pas, c'est-à-dire par exemple, si on est dans une discothèque ou on a un baladeur, ou on écoute un marteau-piqueur, on ne doit pas dépasser 15 minutes par jour. Vous voyez donc le danger des boîtes de nuit. Lorsqu'on est à 97 décibels, c'est-à-dire un peu en dessous, on ne doit pas dépasser 30 minutes par jour. Lorsqu'on est à 94 décibels, c'est-à-dire dans cette zone ici, on ne doit pas dépasser 1 heure par jour. 91 décibels, vous voyez, on baisse très peu, on ne doit pas dépasser 2 heures par jour. Lorsqu'on est à 88 décibels, on ne doit pas dépasser 4 heures par jour. Et enfin, à 85 décibels, par là, on ne doit pas dépasser 8 heures par jour. Autrement dit, eh bien, nous allons retenir la chose suivante, c'est que le niveau d'intensité sonore L en décibels permet de classer les sons en fonction de leur danger potentiel pour l'oreille. Une exposition sonore trop élevée peut avoir des conséquences irréversibles telles que par exemple bourdonnement persistant que l'on appelle acouphène, survenue d'une surdité partielle voire totale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'exposition sonore tient compte du niveau d'intensité sonore et de la durée d'exposition. Commentons maintenant, le chapitre est terminé, ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors, dans les notions et contenus, émission et propagation d'un signal sonore, savoir décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt d'une caisse de résonance, nous l'avons vu au début de la leçon, expliquer le rôle joué par le milieu de propagation dans le phénomène de propagation d'un signal sonore,
Donc évidemment, si c'est un liquide, un gaz ou un solide, c'est pas pareil. Les vitesses de propagation d'un signal sonore. Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et le comparer à d'autres valeurs de vitesse couramment rencontrées. Signal sonore périodique, vous voyez, mesurer la vitesse d'un signal sonore, nous l'avons fait. Signal sonore périodique, fréquence et période, relation entre période et fréquence. Ensuite, perception d'un son, lien entre fréquence et hauteur, lien entre forme du signal et timbre, nous venons de le faire, lien qualitatif entre amplitude et intensité sonore et niveau d'intensité sonore, échelle de niveau d'intensité sonore. Donc là, vous voyez que on doit savoir citer des domaines de fréquence des sons audibles, des infrasons et des ultrasons, relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible, relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore, et exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore. Nous avons terminé cette leçon, je vous remercie.